Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un chiffre qui est absolument partout quand on parle d'immobilier et d'énergie, le fameux indicateur en kilowattheure par mètre carré. Alors, comment ça marche? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Allez, on décortique ça ensemble. C'est la grande question, n'est-ce pas? Comment savoir si un bâtiment est performant? Parce que, franchement, regarder juste les factures d'énergie, ça peut être super trompeur. Une grande maison va forcément consommer plus qu'un petit studio. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est moins efficace. Pour pouvoir vraiment comparer, il nous faut une sorte de langage commun, une mesure universelle. Et ce langage, eh bien le voici. C'est l'indicateur clé de performance, le fameux KPI. En gros, on prend toute l'énergie consommée en un an et on la divise par la surface. Et là, magie, on obtient un chiffre qui permet de juger n'importe quel bâtiment sur un pied d'égalité, qu'il soit immense ou tout petit. Alors voilà le programme. On va d'abord explorer deux chemins pour arriver à ce chiffre. Une méthode très pratique, de terrain, et une autre plus officielle, plus académique. On verra pourquoi elle ne donne pas le même résultat, et surtout on verra comment utiliser ce chiffre pour passer concrètement à l'action. Allez, on attaque tout de suite avec la première méthode. C'est la plus directe, celle qui part de la vraie vie, de la consommation réelle du bâtiment. Pour ça, rien de plus simple, on va utiliser les factures. Le principe est super simple, vraiment. C'est en 3 étapes. 1. On rassemble toutes ces factures sur un an. 2. On additionne tous les kilowattheures. 3. On divise. Ça a l'air facile comme bonjour, non? Eh bien, attention, c'est à l'étape 3 que les choses se compliquent un peu. Oui, parce que la surface du bâtiment, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est un détail qui peut sembler anodin, mais qui est absolument critique. Une erreur sur la surface et tout le calcul est faussé. Et voilà pourquoi. Il y a une différence énorme entre la surface habitable qu'on trouve dans les actes de vente et la surface qu'il faut utiliser pour un calcul énergétique. Pour l'énergie, on parle de surface de référence du DPE. Et elle inclut tous les volumes qui sont réellement chauffés. C'est la seule qui permet d'avoir un résultat qui a du sens. Bon, on a la bonne surface. Mais voilà un autre problème, la météo. Forcément, on ne consomme pas pareil pendant un hiver très rude et un hiver très doux. Alors comment on fait pour ne pas comparer des choux et des carottes d'une année sur l'autre? La solution, c'est un outil génial qui s'appelle les DGU, pour degrés jour unifié. Imaginez ça comme un score de froid pour une période donnée. Plus le score est élevé, plus l'hiver a été long et rigoureux, et donc plus le besoin de chauffage a été important. Et avec ces DGU, on peut faire une petite correction. Regardez cette formule, elle a l'air compliquée, mais en fait, elle permet juste de gommer l'effet de la météo. On a juste la consommation réelle pour savoir ce qu'elle aurait été pendant une année moyenne, une année de référence. C'est hyper utile pour suivre l'efficacité de travaux d'isolation, par exemple, de manière vraiment objective. Ok, on quitte le terrain pour passer à la deuxième voie, la méthode officielle, celle des diagnostics de performance énergétique, les DPE. Et là, on change complètement de philosophie. On n'évalue plus la consommation réelle, mais bien le bâtiment lui-même, son potentiel, son ADN en quelque sorte. Le point clé ici, c'est qu'on fait abstraction des habitants. Le calcul se base sur des scénarios standards, une température fixe, une occupation moyenne, tout est normalisé. Le but, c'est d'analyser le bâti, la qualité de l'isolation, le type de fenêtre, le rendement de la chaudière. Le résultat donne la performance intrinsèque du bâtiment, peu importe si on a l'habitude de se balader en t-shirt en plein hiver ou non. Et ça nous amène à la raison numéro 1 pour laquelle les deux méthodes ne donneront jamais, au grand jamais, le même résultat. Tout est une question de perspective. Est-ce qu'on mesure l'énergie qui arrive au compteur ou celle qu'on a dû extraire de la nature? L'énergie finale, c'est la plus simple à comprendre. C'est l'énergie qu'on consomme et qu'on paye. C'est le chiffre qui est écrit sur la facture, tout simplement. Et c'est la base de notre méthode de terrain. L'énergie primaire, elle, c'est l'histoire complète. Elle prend en compte non seulement l'énergie qu'on a consommée, mais aussi toute l'énergie qu'il a fallu pour la produire, la transformer et la transporter jusqu'à nous. C'est donc une mesure de l'impact réel sur les ressources de la planète. Voilà, pour résumer, la méthode de terrain, c'est l'énergie à l'arrivée. La méthode académique, c'est l'énergie depuis la source. Ce sont deux angles de vue différents et les deux sont importants à connaître. Et pour passer de l'une à l'autre, on utilise un facteur de conversion. En France, pour l'électricité, ce facteur est de 1,9. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour avoir 1 kWh d'électricité qui arrive chez soi, il a fallu consommer 1,9 kWh d'énergie primaire au tout début de la chaîne. Par contre, pour le gaz ou le bois, c'est beaucoup plus direct. Il y a très peu de pertes entre la ressource et la chaudière. Du coup, le facteur de conversion est de 1. C'est une des raisons pour lesquelles, pendant longtemps, le chauffage électrique était désavantagé dans les calculs du DPE par rapport au gaz. Bon, maintenant qu'on a bien compris d'où viennent ces chiffres et ce qu'ils veulent dire, la question c'est, concrètement, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on transforme ça en un outil pour prendre les bonnes décisions?
Eh bien, première chose, le KPI en énergie primaire, calculé avec la méthode officielle, se traduit directement par cette fameuse étiquette énergie. C'est ce tableau qui donne la lettre de A pour les champions à G pour les passoires thermiques que tout le monde connaît maintenant. Et pour se donner une idée d'où on en est, tenez-vous bien, la moyenne de tous les DPE en France, c'est 250 kWh par mètre carré par an. Autrement dit, le bâtiment moyen en France est classé E. Ça donne une petite idée du travail qu'il reste à faire. L'autre intérêt de ce KPI, c'est de pouvoir se comparer. Un chiffre seul, ça ne dit pas grand-chose. Mais si on le met en perspective par rapport à la moyenne du secteur ou par rapport à un objectif à atteindre, là, ça devient tout de suite un outil de pilotage extrêmement puissant. Et alors, comment on fait pour l'améliorer, ce fameux KPI ? La recette est assez connue. On commence par un bon audit pour savoir où sont les faiblesses. Ensuite, on agit sur l'enveloppe du bâtiment, l'isolation, les fenêtres et sur les systèmes, comme le chauffage. Et bien sûr, on continue de mesurer pour voir l'impact de chaque action. Finalement, ce chiffre, ce n'est pas juste une note technique. Il raconte une histoire, l'histoire de la performance d'un bâtiment. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a le pouvoir d'en écrire la suite. Merci beaucoup d'avoir suivi cette explication et à très bientôt.